Alors aujourd'hui, nous allons parler directement de grandes écoles, de poursuites et de carrière, de préparation, de formation. Et nous allons le faire avec Laurence Alamouli qui nous a rejoint. Bonjour ma chère Laurence. Bonsoir. Merci, bonsoir. En effet, avec maintenant le soleil qui illumine cette pièce et la chaleur, on n'en oublie presque qu'à 17h, on se disait bonsoir lorsque nous avons commencé. C'était pourtant il n'y a pas si longtemps, il y a 51 jours, cette émission, et qu'à 17h, la nuit se faisait déjà ressentir. Comme quoi, le temps passe vite. Vous allez nous expliquer d'ailleurs comment cette mise sous parenthèse s'est passée pour le campus que vous dirigez, dont je vais redonner peut-être le nom, parce que je vais l'écorcher tout à l'heure en faisant vite. D'abord, on connaît bien l'école à Pau, pas très loin du campus universitaire, sous le nom de l'EISTI. Ce bâtiment est connu, et dorénavant, vous vous appelez CY Tech. Alors, pourquoi ce nom ? Alors, CY parce que l'école est basée sur son campus le plus grand à Cergy, Pontoise. Donc, c'est première initiale de Cergy, Y derrière, dernière lettre du mot Cergy. Et CY en anglais pour voyez pourquoi, comprenez pourquoi, la signification. Évidemment, ce n'est pas du béarnais. Là, je suis désolée, je n'ai pas eu voix au chapitre pour requalifier choisir le nom. Alors, vous êtes implanté à Pau depuis 2003, même si, en effet, notre site historique se trouve à Cergy-Pontoise. Mais 2003, ça fait déjà une très, très belle présence sur ce territoire. Vous êtes devenu une école publique au 1er janvier 2020. Concrètement, déjà, qu'est-ce que ça change ? Alors, ça change pas mal de choses, pas tant pour les élèves actuels que pour les futurs élèves, puisque bien entendu, une école publique a traditionnellement des frais de scolarité plus faibles qu'une école privée. Donc, on va être accessible beaucoup plus facilement pour des élèves lambda, je dirais, puisque nos frais de scolarité sont à peu près divisés par 2. Ah oui. Et pour les élèves boursiers, ils sont réduits à 0. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Et donc, c'est un des objectifs qu'on avait poursuivi depuis très, très longtemps, c'était l'ouverture sociale. Avoir une approche solidaire et je dirais une accessibilité maximale, mais là ça va être financièrement possible. Alors on va découvrir en vidéo tout d'abord votre école qui mine de rien accueille 350 élèves du bac plus 1 comme l'on dit, mais surtout au bac plus 5. Alors principalement ceux issus, on l'imagine, de terminale S, mais également de formation de l'enseignement supérieur. On va découvrir tout ça en images et vous allez ensuite nous expliquer comment vous avez réussi à maintenir une continuité pédagogique dans cette période durant laquelle évidemment l'école, comme toutes les autres, ont dû fermer leurs portes physiques. On va voir cela. Regardez d'abord, reportage. On va parler des concours dans quelques instants, de la spécificité peut-être de cette année. D'abord, ce film qui est très bien fait, on le disait en aparté, montre bien vos deux domaines finalement de prédilection. Évidemment, les mathématiques appliquées, dit-on d'ailleurs, et puis l'informatique. Oui, tout à fait. Alors, c'est le film du concours à venir, concours par lequel nous recrutons nos élèves. Donc, on parle aussi d'aéronautique, d'automobile, des secteurs sur lesquels nous plaçons nos élèves, mais peut-être moins largement que d'autres écoles. Et surtout, c'est un film qui montre le rêve
qui peut devenir réalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on habite au fin fond du Béarn, qu'on habite à Paris, en centre-ville ou en campagne. On peut tout à fait devenir ingénieur, qu'on soit une fille ou un garçon. Je tiens beaucoup... Oui, j'allais vous poser la question. Voilà, je tiens beaucoup au fait que les filles n'ont pas un cerveau moins bien fait que les garçons pour devenir ingénieur et que l'informatique ou les maths ne nécessitent pas une force physique qui serait, on va dire, plus difficile à acquérir pour les filles. Tout à fait. Alors, l'admission, je le disais, du Bac+1 au Bac+4, elle est ouverte avec des classes préparatoires également, aux grandes écoles, le bac, les formations à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, les diplômés, là c'est le départ, mais les diplômés qui sortent de chez vous, c'est ça qui est important, leur taux d'emploi, on peut en parler ? Oui, bien sûr. Alors, le numérique est un secteur qui est en pénurie d'ingénieurs. C'est clair. Donc, on a à peu près 96% de nos diplômés qui sont embauchés en CDI avant la remise du diplôme. Avant même la remise du diplôme. Tout à fait, oui. Les entreprises viennent les chercher à l'école. Elles viennent les chercher lors des forums qu'on organise en novembre. Vous voyez, ils seront diplômés, par exemple, cette année, en novembre 2020. Ouais. Et ils ont été chassés en novembre 2019, lorsque le forum entreprise a eu lieu. Ils ont été recrutés pour des stages qui, malheureusement, cette année, n'ont pas tous eu lieu, mais normalement on va en reparler, ils ont lieu. Mais voilà, tout à fait. Et souvent, le stage est l'occasion d'une pré-embauche, puisque le numérique est un secteur déficitaire en ingénieurs en France. Alors, vous avez évidemment les partenaires locaux, Total, Safran, Alstom, etc. Mais enfin, beaucoup de vos étudiants sont également recrutés, y compris à l'étranger. Tout à fait. On a à peu près 16% de nos élèves qui travaillent à l'étranger. Déjà, le campus de Pau, qui, comme vous le disiez, est un campus finalement jeune pour une école d'ingénieurs, a des élèves, des anciens élèves donc placés à l'étranger. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que partout où je vais, quand je vais en vacances, il y a un Estien. Donc, je suis allée en Écosse il y a 2 ans, il y avait un Estien. Là, on voit une illustration de Étienne Deschamps, qui est un élève qui venait de Tarbes et qui a été scolarisé à l'école. On le voit là, regardez. Hop. Voilà, et qui est maintenant chez Google à Londres. Voilà, donc c'est notre site internet. On en a à San Francisco, on en a aux États-Unis, évidemment, de façon large. Timothée, lui, il est à San Francisco. On a des élèves au Canada, on en a aussi beaucoup en Australie. Et donc, ça fait réseau, là, pour le coup, ça y est. Mais même si, encore une fois, l'école est finalement jeune, ça veut dire qu'on a vraiment une génération, là, déjà, qui est passée. Tout à fait, voilà. On a déjà des Estiens qui ont des enfants, vous voyez. Donc, on sait déjà qui on recrutera dans 15 ans. Et plus simplement, on a beaucoup plus de difficultés à placer le premier élève, par exemple, chez Google, chez Facebook, qu'à y placer les suivants. Eh oui, j'imagine. Alors, on a parlé de Google, de Facebook, de l'international, mais vous avez également une filière de recrutement, j'allais presque dire par voisinage, mais dans le bon sens du voisinage, avec la pépinière de TPE ou de PME qui sont passés par Hélioparc. Tout à fait. On a beaucoup de collaborations scientifiques avec Hélioparc, tout simplement parce que les entreprises d'Hélioparc ont besoin de ces jeunes diplômés, et ces jeunes diplômés sont la richesse que nous pouvons apporter au territoire. Donc clairement, ils sont très bienvenus, voire très recherchés à Hélioparc. Juste pour l'anecdote, il paraît que vous avez même des anciens élèves dans le fameux site que tout le monde connaît, Jackie et Michel, c'est vrai ? Tout à fait, voilà, c'est ça. On n'est pas autorisé à dire où est situé le site de développement. Non, mais en tout cas, ils sont là-bas, c'est rigolo. Voilà, donc j'ai un mug dans mon bureau, Jackie et Michel, et les élèves, des fois, ils viennent, ils disent « Mais c'est vrai, madame, que vous avez un mug Jackie et Michel ?» Mais si, j'ai ça. Et par explication, en tout cas, la période actuelle montre à quel point le digital, l'importance du numérique se fait primordial chaque jour davantage dans notre vie quotidienne. Parce que qui aurait imaginé l'explosion du télétravail à ce point-là ? Qui aurait imaginé, il y a encore quelques mois, les réseaux qui allaient résister à toute la charge qu'il a fallu au niveau mondial supporter dans ces dernières semaines, encore plus que d'habitude. Exactement, il y a des filières d'ingénierie qui vont souffrir. L'aéronautique souffrira sans doute de cette crise. En revanche, les filières du numérique pur, je dirais, tout ce qui est fourniture d'accès, télécom, débit, stockage, streaming, vont avoir une forte extension et expansion. On le voit déjà, certaines études démontrent déjà que le cloud computing, par exemple, va être une des filières prisées et recherchées. Ça tombe bien, on forme dans le cloud computing à Pau. Eh bien, ça tombe bien, parce que derrière l'image épinale qui fait que, évidemment, le digital peut supprimer des emplois, etc. Bien sûr qu'il y a une transformation dans certains métiers qui fait que, en effet, ce qui passe en digital, ce n'est plus de l'homme, des gestes humains, etc. Cela dit, de l'autre côté,
tout ce qui est l'innovation, la gestion de tout ça, ce sont aussi des nouveaux postes qui n'existaient pas il y a encore. D'ailleurs, peut-être même à la création de l'école, il y a des nouveaux postes qui n'existaient pas. Bien sûr, il y a des nouvelles sciences, je dirais, des nouveaux débouchés, des nouvelles attentes des entreprises et du public, puisque maintenant, on ne tolérerait pas de ne pas avoir une information disponible en temps réel, à tout endroit, même dans les zones les plus reculées. Donc, il faut du débit, il faut donc des données qui transitent. Et ce sont des nouveaux besoins et des attentes du public qui créent donc des nouveaux métiers. Mais cela dit, y compris dans votre type d'enseignement, comment est-ce que vous avez réussi à assurer la continuité pédagogique? Parce que, mine de rien, beaucoup de choses se faisaient en présentiel, faisaient vie dans le campus, et là, d'un jour à l'autre, comme les autres, il a fallu fermer ses portes. Tout à fait. Du vendredi au lundi, on a fermé administrativement le campus. Et alors, on a une chance, c'est que nos étudiants sont dotés d'ordinateurs portables pour tout. Eux déjà, ils avaient au moins l'équipement. Voilà, ils étaient équipés. Souvent, ils sont aussi chez eux dotés d'un réseau qui marche assez bien. Donc, au niveau technique, logistique, c'était déjà bien parti. Mais on a aussi une habitude depuis de très nombreuses années. On a des plateformes numériques sur lesquelles on dépose tous les documents. Donc, on avait déjà des supports qui pouvaient être déposés. En revanche, il a fallu beaucoup progresser sur les cours en visio. Et sur l'enseignement même, les professeurs, voilà. les intervenants, etc. Voilà, les profs et les intervenants se sont adaptés très vite. Ils ont construit leurs cours pour les faire selon leurs préférences, en visio ou bien par envoi de documents. Ils ont beaucoup plus travaillé que d'habitude. Oui, ça, il faut se le dire. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la période. Il y a un épuisement des enseignants de tout niveau. Tout à fait. Que ce soit en maternelle, je pense, en primaire ou dans l'enseignement supérieur, il faut tirer un chapeau à tous les gens qui ont permis que cette continuité soit possible. Absolument. Alors, est-ce que vous avez commencé à avoir un retour finalement sur la façon dont ça a été perçu par les élèves, notamment peut-être ceux qui sont sortis du lycée, je pense aux premières années, mais aussi aux deuxièmes années? Oui, on a fait très attention, alors ce qu'on appelle chez nous la prépa, donc de Bac plus 1 et 2, on a fait très attention à ce qu'ils ne décrochent pas, donc on a fait des études, des enquêtes, on leur a demandé de répondre à des questionnaires et on a un taux de satisfaction élevé. Alors élevé quant à la poursuite, disons, d'une progression pédagogique cohérente avec toujours des cours, toujours des exercices, toujours des réponses aux questions, avec une quantité de travail qui pour certains s'est accrue. Voilà. Et en fait, je crois qu'ils ont peut-être eu un petit coup de stress. Et du coup, ils se sont dit, il ne faut pas que je sois largué, donc je vais me mettre à bosser. Même ceux qui étaient un peu dilettantes. Oui, et puis même, il y a aussi peut-être l'appréciation de ce qu'est le travail personnel, parce que souvent, il y a tous ceux qui disent, mais je ne travaille pas trop, mais c'est aussi parce que souvent, en cours, ils sont particulièrement attentifs, vifs, et qu'ils ont peut-être moins besoin de travail en continuité que d'autres aussi. Oui, et puis les profs ont eu tellement peur qu'ils décrochent qu'ils se sont dit, on va leur en donner un peu plus, histoire qu'ils en fassent au moins la moitié. D'accord. Alors, beaucoup étaient confinés chez eux, dans leur famille. 80% sont dans les familles. Vous avez un public, on a oublié de le dire tout à l'heure, qui vient majoritairement ou pas de cette région, ou au contraire, maintenant, vous essaimez un peu plus large? Alors, on essaime large, mais plutôt au niveau du Bac plus 3, 4, 5. C'est-à-dire qu'en prépa, souvent, ça va être Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, en majorité, donc des gens qui, en effet, ont eu la possibilité et le temps de rentrer dans leur famille entre le moment où on a décidé le confinement et le moment où il a été effectif. Ce qui est quand même un peu plus facile, en effet. Les difficultés psychologiques, on les rencontre plutôt chez les étudiants qui sont en cité universitaire, dans des appartements très petits. Alors cela dit, les difficultés psychologiques, des fois, elles se nichent dans les détails qui viennent bousculer la vie quotidienne, la vie estudiantine. Est-ce que vous avez mis en place une cellule, une sorte de soutien, comme certains l'ont fait d'ailleurs, pour rester aussi en contact avec ces nouvelles questions, ces nouvelles angoisses aussi peut-être? On a maintenu une cellule qu'on avait déjà, c'est-à-dire qu'on a une personne qui s'appelle Laetitia, qui est conseillère en vie étudiante. Alors sous ce terme barbare se cache le fait que c'est une personne qui écoute les élèves, qui n'est pas prof, elle ne délivre pas de notes ni d'appréciation, elle ne me rend pas compte. Et elle est là pour aider, écouter, suivre, réconforter les élèves. Et donc, on a continué à faire appel à elle. Elle a un téléphone qui est accessible aux élèves, elle a un mail et elle communique avec eux. Vous avez 70% donc de ces jeunes de Bac plus 1, Bac plus 2 qui se disent impliqués toujours dans les cours à distance. C'est vrai que c'est un joli taux, 70%. Oui, on est assez content parce qu'on a eu beaucoup d'inquiétudes. On a fait attention à ce que ceux qui étaient un peu isolés ne le soient pas encore plus, ceux qui étaient un peu en difficulté scolaire ne le soient pas encore plus. Donc on a peut-être été
encore plus maternant, finalement, que d'habitude. Alors, il y a une question, c'est pour toutes ces personnes-là, alors ce n'est pas forcément ceux pour les premières années ou autres, mais encore que, il y avait des stages dans l'entreprise. Et beaucoup d'entreprises, évidemment, ont dû se réorganiser, y compris pour les stagiaires, voire même être empêchés de les recevoir et de les accueillir convenablement. Oui, tout à fait. Alors, les stages se déroulent à partir du bac plus 3 jusqu'à la sortie C'était après, du diplôme. Voilà, c'est pour des élèves qui ont une vingtaine d'années jusqu'au bac plus 5. Les situations ont été assez variables. Je dirais que plus le stage était en fin d'études, plus il a été maintenu parce qu'il est plus long. Et donc, on a le temps de faire du télétravail. Sur un stage de 6 mois, vous pouvez passer 1 mois, 2 mois en télétravail. On va y arriver. Surtout que les stages avaient pour certains déjà commencé. Ils avaient, tout dépend de la date de début, parce que pour beaucoup d'entreprises et pour beaucoup d'écoles, on a vu que les dates de début étaient en plein milieu du confinement, là, c'était compliqué. Voilà, il y a 2 choses. Soit ils avaient déjà commencé, donc ils pouvaient continuer sur les rails, soit ils pouvaient être décalés, puisque tout simplement, un stage de dernière année n'est pas suivi par une rentrée. Donc, si nécessaire de le décaler de 2 mois, on le décale, ils le feront plus tard. Le plus compliqué, ça a été les stages à l'étranger, parce que comment partir en Corée, en Chine, au Japon, alors qu'on est confiné chez soi. Là, on a annulé dans la plupart des cas. On a maintenu que les mobilités internationales déjà entamées, et c'est peu d'élèves, 7 au total. D'accord. Avec, pour eux, pour ceux que vous avez annulés, peut-être la possibilité de retrouver d'autres stages, ou l'obligation même d'ailleurs de retrouver d'autres stages. On a été lucide, de toute façon, une obligation de trouver un stage par ces temps-là, c'est infaisable. Donc on a décidé, pour tous ceux qui n'avaient pas de stage et pour ceux pour lesquels il se déroulerait peut-être dans des conditions un peu compliquées, de ne pas tenir compte du stage en termes de notes. Donc ça sera une bonification sur le CV. C'est toujours très bien. Et puis l'expérience demeure, mais on ne pénalisera personne pour vraiment cette circonstance complètement indépendante de notre volonté et de celle des élèves. Bon, on va parler de la suite, parce que le clip qu'on a vu tout à l'heure parlait en effet de recrutement, d'avenir, parce que là c'est la période où les choses se jouent, où il faut faire des choix, où il faut demander des choses, avoir des réponses, parfois positives, parfois négatives, surtout qu'on a bien vu ces dernières années, l'importance cruciale de ces périodes. Alors comment ça s'organise chez vous, ces recrutements? Alors les recrutements se font à plusieurs niveaux, mais le plus, disons, connu, c'est celui du bac, Parcoursup, tristement célèbre, j'allais dire. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, tristement porteur déjà d'angoisse, d'interrogation. Alors ça angoisse les parents, ça angoisse les enfants, les professeurs du supérieur et du secondaire. Alors Parcoursup, au final, a quand même anticipé et le ministère a quasiment interdit toutes les épreuves écrites. Donc ça a été assez simple. Pour tous les concours qui faisaient des études de dossier et des épreuves écrites, il a fallu se réorganiser. On l'a fait rapidement. Je sors d'une réunion, vous voyez, qui était aussi la dernière réunion de réorganisation et de classement. Donc on a transformé les notes qu'on aurait obtenues par des épreuves écrites en notes qu'on a récupérées ou inventées à partir du dossier de l'élève. Donc on a refouillé tous les dossiers fournis via Parcoursup par les lycées. On a beaucoup utilisé toutes les fiches à venir, ça s'appelle, c'est-à-dire appréciation de potentiel d'autonomie, de réussite, etc. On a tout exploité. Je pense qu'on a fouillé vraiment tout ce qu'on pouvait faire. Et vous craignez que malgré cette précision que vous avez apportée au dossier, cette attention que vous avez apportée au dossier, sans l'examen lui-même, sans ce que ça représente, ce soit peut-être faussé, même encore une fois avec toute la bonne volonté ou tout le travail qui perd derrière. Tout à fait. Il y a quand même des candidats, il faut être honnête. Il y a des candidats, quand vous avez un examen qui compte 80% de la note finale, il y a des candidats qui misent sur l'examen. Voilà. Il y a les motivés de dernière minute, je dirais, qui révisent la veille et qui arrivent et qui font un bon score. Évidemment, ceux-là, ils n'auront pas cette opportunité de remonter dans le classement. On ne se basera que sur le travail de première et terminale, mais enfin, c'est quand même un travail de 2 années ou 1 année et demie. C'est un travail conséquent. C'est aussi une appréciation qui est faite par des gens qui connaissent bien l'élève. Ces professeurs le voient à long terme. Et ça va dans le sens de l'histoire, puisque la réforme du bac va dans le sens du contrôle continu. Donc on n'est pas en décalage par rapport à la logique, on est juste un peu surpris et les élèves le seront peut-être aussi parce que finalement, ceux qui croyaient que les notes ne comptaient pas, finalement, elles vont compter beaucoup. Et alors justement, ce processus qui récompense le travail tout au long de l'année, dont on voit bien qu'il était déjà dans les esprits, des réformes annoncées, passées ou à venir, vous pensez que ça va marquer durablement une époque, qu'il y aura un avant et un après aussi dans cette appréciation-là, peut-être plus importante, une accélération en tout cas? On va sans doute s'apercevoir qu'on aurait peut-être pu ne pas faire autant d'épreuves écrites, quels que soient les concours, que peut-être il est plus intéressant de recruter des gens qui sont capables d'efforts sur la durée que d'efforts ponctuels. Et je dirais que ça va dans le sens du mérite. Le mérite, c'est de
C'est pas forcément d'être brillant un jour, mais d'être régulier toujours. Absolument, l'art c'est de durer, hein, Voilà, disait-on et continue-t-on à dire. Alors vous organisez, cela dit, aussi des portes ouvertes, mais d'un genre nouveau, numérique. Alors comme beaucoup, nous ici on aura les portes ouvertes des lycées agricoles qu'on va organiser avec eux mercredi prochain, mais vous également, cette période, c'est demain d'ailleurs. C'est demain, voilà. Demain, on fait une journée porte ouverte virtuelle qui va se dérouler sur YouTube et sur Facebook. Et on aura l'occasion de présenter l'école, comme on le fait d'habitude dans nos locaux. Alors, regardons comment ça va se passer. Alors, encore une fois, on choisit sa plateforme, hein, Facebook, YouTube. Okay. Voilà, les deux. On choisit comme on veut. Ouais, et qu'est-ce qu'on va voir alors? Qu'est-ce qu'on va trouver chez vous? Alors, on va revoir encore moi pour partie, puisque... C'est normal, ça fait partie de votre rôle aussi. Voilà, c'est ça. Et je serai avec mon directeur général, Monsieur Alexandre. Ouais. On fera une présentation à 2 voix de toute la scolarité, les admissions et les différentes particularités de l'école. Donc, les entreprises, les stages, l'international. Et on pourra vous poser des questions Bien également, sûr, on aura 2 chats. Donc, ce bien. sera un flux d'informations et de chats sur chacune des plateformes. Les gens pourront, enfin, les internautes pourront poser des questions, on répondra. Et on aura une deuxième partie qui sera questions-réponses. Donc, voilà, essayer d'apporter une précision sur tous les sujets qui sont les sujets d'angoisse ou d'intérêt. Très bien. Alors, ce qui va manquer finalement, et encore que peut-être vous l'aurez au travers des témoignages écrits, ce sont ces fameuses rencontres avec les élèves, parce que ce qui fait le charme aussi de vos portes ouvertes, c'est l'expérience vécue par les élèves. D'autant que, alors moi j'ai la chance de connaître votre campus, c'est un campus extrêmement agréable, dans lequel, mine de rien, la vie en communauté a une place très importante, voire même vraiment cultivée chez vous. Tout à fait. Alors, on a la chance d'avoir quand même des visites virtuelles Google Street View, des choses comme ça, qui peuvent permettre de voir au moins l'architecture. Mais on ne pourra pas avoir le feeling des élèves. Et ça, c'est super important pour un bachelier. Le regard d'un élève actuellement scolarisé, les associations, ça, c'est important. Alors, cela dit, j'imagine qu'on aura des témoignages, parce qu'on a vu certains portraits d'étudiants que vous avez sur le site internet. Ça me donnera déjà quelques indications sur la façon dont on vit l'école. Vous avez notamment celui qui va être Gabin, hein, je crois, qui va rentrer au BHB, qui se retrouve d'ailleurs champion de France cette année. Il va intégrer l'équipe 1 en septembre. Tout à fait. On est très contents. Son témoignage, il est chouette, quoi. Ah oui, Gabin, c'est un élève qui est rentré chez nous à 16 ans. Il était déjà à très haut niveau au handball. Il a cumulé sans aucune difficulté, en tout cas apparente, parce que je pense qu'il a beaucoup travaillé, un parcours sportif d'exception et des très bons résultats scolaires. Et là, il rentre, donc on l'accompagne. On est en train de mettre en place les aménagements pour sa scolarité de sportif de haut niveau en cycle ingénieur. Ah oui, parce que là aussi, il va falloir faire quelque chose à la carte. Hein, exactement, les fréquences de match, on se dit, ils ne savent pas comment ils vont en jouer, quand. Enfin, ça fait. C'est pas dit que la rentrée de septembre pour lui soit non, pas plein d'inconnus. Les entraînements, on sait. Oui. Les matchs, on ne sait pas. Mais ce qui est important, c'est que comme on n'est pas un gros campus, on n'a pas 1000 élèves, on peut s'adapter à chacun et proposer à Gabin un aménagement qui lui conviendra. En tout cas, je sens que vous suivez le BHB et que vous devez avoir un deuxième mug, outre celui de Jackie et Michel. Sur votre je n'ai pas encore celui du BHB. Écoutez, vous pourrez lancer demain appel dans l'équipe du BHB, un des fervents animateurs du BHB qui sera là demain, Louise Dorego, pour l'émission spéciale consacrée à l'Europe, hein, parce que c'est quelqu'un dont l'accent d'ailleurs ne trahit pas les origines. Il sera présent, je lui transmettrai votre demande. Rendez-vous en tout cas demain, vous serez occupé demain, donc pour ces portes ouvertes. Encore une fois, tous les renseignements sur USTI. Alors c'est toujours usti.fr d'ailleurs. Oui, on n'a pas encore tout changé, on ne voulait pas bouleverser les habitudes de tous nos amis. Donc... faut dire que depuis des années, évidemment, c'est habitué à ce nom-là dans le paysage et qu'il est très présent dans les entreprises de ce territoire. Et pour cause, parce que vous faites partie de ces personnes qui se sont impliquées pour la vie, et pas qu'étudiante, pour la vie économique de l'ensemble du territoire depuis des années. Et évidemment, le nom, pour le coup, est rentré dans les mémoires. C'est vrai. On va faire, comme on dit, du branding sur la nouvelle marque. Sur la nouvelle marque. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu pour nous parler de ces portes ouvertes. Merci et puis, encore une fois, pour l'ensemble. Alors, vous, dès lundi, on reste comme ça, ça veut dire. Il y a personne tout à fait. On accueillera jusqu'à la fin de l'année, là, ça va, personne ne va revenir. On n'accueillera pas d'élèves jusqu'en septembre. D'abord parce que l'année est presque finie. Deuxièmement, parce qu'ils ont trouvé un équilibre. On continue les cours en visio ou en tout cas en distanciel. De toute façon, je ne vous cache pas que les approvisionnements de matériel sont encore un peu compliqués. Ça, et que, ça n'aurait pas d'intérêt. On va essayer d'accueillir quelques concours de classes préparatoires aux grandes écoles pour aider les lycées, justement. Et ça va bien nous aider de ne pas avoir nos élèves pour pouvoir accueillir peut-être d'autres candidats. D'autres candidats. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous voir.